pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour mes chers abonnés, c'est la revue de presse numéro 513 du 20 mai 2025. Alors nous attendions tous, les commentaires après le coup de fil entre M. Trump et M. Poutine. Commentaire de ceci, c'est ça qui était intéressant. Alors, M. Poutine nous dit que finalement tout va bien, et M. Trump, également, en fait. Rien n'a changé dans ce coup de fil. Enfin, bon, peu importe. M. Poutine reste sur ses positions. C'est le vainqueur actuellement en Ukraine, et donc il reste évidemment sur ses positions. Et Donald Trump, lui, ne déclenche pas de sanctions, sachant très bien que de toute façon, les sanctions, c'est complètement illusoire pour la Russie. Mais avant de vous parler de l'Ukraine, donc de Gaza et de plein d'autres choses, j'aimerais faire un petit retour en arrière. Nous sommes en 2019. Arte diffusait un reportage sur la mafia ukrainienne, en 2019. Depuis, il n'y a plus rien eu là-dessus. Mais alors, un petit moment archive, juste avant la revue de presse. Retour en Ukraine. À Kherson, ville portuaire du sud du pays, un réseau criminel est soupçonné de se livrer au trafic de mineurs. Un enfant sur 10, victime de traite dans le monde, vient d'Ukraine. Angela Litvinenko est à la tête d'un centre d'aide pour les victimes d'exploitation, cofinancé par l'Union européenne. Dans l'affaire qu'elle suit actuellement, une quarantaine d'adolescents ont été vendus à des hommes politiques locaux à des fins sexuelles. La presse et le grand public sont tenus à l'écart du procès. Nous avons rencontré Vera, 16 ans. Son nom a été changé. Avec ma copine, on avait essayé toutes sortes de drogues. Un jour, on n'a plus eu assez d'argent pour s'en acheter. Un ami nous a dit comment on pouvait en gagner facilement. On en est arrivé à cette situation très étrange, où les parents, en voyant leurs enfants confrontés à ce problème, se sont tournés vers la police. Mais la police n'a pas voulu prendre leur déposition. Là, on a compris que des personnes haut placées étaient derrière tout ça, et que la justice les couvrait. On sait aujourd'hui que des personnalités de premier plan étaient impliquées dans cette exploitation sexuelle des enfants. Vera se ravise. Elle tient tout de même à témoigner. Alors voilà, alors nous allons parler donc de l'Ukraine, de Gaza, de la France aussi. Il y a pas mal de choses à dire aussi sur la France. C'est la revue de presse numéro 513. À très bientôt et bienvenue aux nouveaux abonnés de ma chaîne principale. Bonne journée. Trump parle du commerce dans un paragraphe dithyrambique qui dit c'est génial, les Ukrainiens et les Russes vont commercer librement, tout le monde va gagner plein d'argent. Lui est visiblement très optimiste. Regardez, la Russie veut faire du commerce en majuscule, à grande échelle avec les États-Unis lorsque le bain de sang catastrophique sera terminé. Et je suis d'accord, la Russie a la possibilité de créer des emplois et des richesses en masse. Son potentiel est illimité. Et il poursuit concernant l'Ukraine, pour embarquer en quelque sorte l'Ukraine. Elle peut aussi grandement bénéficier des échanges commerciaux dans le cadre du processus de reconstruction
destruction, les négociations entre la Russie et l'Ukraine vont commencer immédiatement. Il a beaucoup de mal à comprendre que la haine et la volonté de destruction sont de véritables forces. Lui ne les possède pas. Il est de temps en temps très brutal, il l'a montré avec Volodymyr Zelensky, mais pour lui c'est un businessman. Et fondamentalement en lui, la guerre c'est quelque chose qui dérange le business. Et il croit qu'il va nouer avec Vladimir Poutine une relation à ce point prospère pour les deux parties que Vladimir Poutine va renoncer à l'Ukraine. Добрый вечер. Меня коллеги просили сказать несколько слов о результатах нашего телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов. Действительно, этот разговор состоялся, продолжался более 2 часов. Хочу отметить, что он был очень содержательным и весьма откровенным. И в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным. Прежде всего, я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения. По поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, еще в 2022 году. Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия и со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей. Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле, они возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути. Еще раз хочу подчеркнуть, что беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю высоко. Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас устранить первопричины этого кризиса. Ну, если потребуется что-то уточнить, то пресс-секретарь Песков и помощник господин Ушаков разъяснят чуть позднее какие-то детали наших сегодняшніх переговорів з президентом Трампом по телефону. Те, що я вам сказав, те, що мені сказав президент Трамп, я так розумію, що вони це обговорювали з Путіним, з російською стороною, що в двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору. А меморандум, який буде підтриманий всіма або обома країнами, в якому є і припинення вогню, скажімо так. Поки що для мене це невідомо. В будь-якому випадку, якщо російська сторона запропонує деякий меморандум, і я думаю, що це не буде секретом, тому що завжди ця інформація якимось чином в публічному просторі з'являється. Я думаю, що з нашого боку, після відповідних сигналів, ми, отримавши меморандум або пропозиції русських, зможемо сформулювати своє бачення
відповідно, як ми це бачимо. Répète en boucle, la Russie est un grand pays. Parce que c'est la vision qu'il a. Les États-Unis, c'est un grand pays. La Russie, c'est un grand pays. L'Europe, c'est pas un pays. Il y a quand même cet échange de prisonniers, 1000 contre 1000, ça c'est pas mal, ça c'est un gros échange, mais c'est certain que ce processus va prendre du temps. Il y a beaucoup d'animosité, on peut le comprendre, entre les deux camps. Il était quasiment évident que rien d'extraordinaire allait sortir de là. Et donc voilà, l'événement en soi était le fait qu'ils se rencontrent, c'est ça ce qu'il faut retenir, et qu'il y a de nouveau un dialogue qui est entamé entre Moscou et Kiev. Coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine. La discussion a duré 2 heures et 5 minutes. C'est long, on est d'accord, pour un coup de fil entre présidents? C'est très long. Très long. Oui, parce que j'ai assisté à des coups de fil entre le président Macron et le président Poutine. C'était long déjà, hein, mais ça ne durait pas plus de 2 heures. Petite question subsidiaire, ils se parlent chacun dans leur langue dans ces moments-là? Oui, ils se parlent chacun dans leur langue. À ma connaissance, Trump ne parle pas le russe. Non, mais Poutine non, Poutine, non, jamais. Poutine, il parlait allemand avec Angela Merkel parce qu'il a vécu en Allemagne, mais en réalité, on est en situation de faiblesse quand on ne parle pas dans sa langue maternelle. Donc, il comprend l'anglais, ce qui est un avantage pour lui parce qu'il a un temps d'avance dans la discussion, mais non, il s'exprime en russe. Conversation utile, a dit hier soir le président russe. Il évoque une discussion très instructive et très franche. Ça veut dire quoi, ça, Sylvie Berman, en langage diplomatique? Alors, en langage diplomatique, très franc, ça veut dire qu'il y a des désaccords. Instructive, c'est parce que il prend note de la position de Trump, mais aussi probablement de celle des Ukrainiens et des Européens par la même occasion, puisque jusqu'à la rencontre d'Istanbul, il n'y avait aucun contact direct avec les Ukrainiens et il n'y a aucun contact direct avec les Européens. Bon, pas d'accord notamment sur ce cessez-le-feu. Donald Trump a annoncé des négociations en vue d'un cessez-le-feu. Elles étaient censées démarrer immédiatement. C'est en tout cas ce que le président américain a dit hier soir. Et puis de son côté, Vladimir Poutine parle de mémorandum avec l'Ukraine concernant un possible traité de paix, tout en appelant Kiev à des compromis. Sincèrement, on a l'impression qu'ils n'ont pas assisté à la même discussion. Oui, mais ça, c'est assez fréquent, et surtout avec le Kremlin, et parfois, effectivement, des communiqués qui sont différents, qui prouvent qu'il n'y a pas d'accord. Sinon, ça serait un communiqué conjoint. La différence, c'est la temporalité, c'est-à-dire que Donald Trump est pressé, alors que Vladimir Poutine cherche à gagner du temps. Il essaye de gagner du temps, il fait traîner, c'est ça ? Oui, parce que en réalité, il a le sentiment d'être gagnant sur le terrain, mais en même temps, il n'a pas occupé toutes les régions qu'il a annexées, et donc je pense que s'il pouvait effectivement gagner davantage de terrain, ça serait dans son avantage dans la négociation. Sylvie Berman, vous connaissez parfaitement la Russie, parfaitement comment fonctionne aussi Vladimir Poutine. Est-ce que vous pensez sincèrement que Donald Trump peut lui tordre le bras ? Non, personne ne peut lui tordre le bras. Cela dit, Vladimir Poutine, tous les observateurs russes me disaient, c'est une boîte noire. C'est-à-dire, vous savez ce qu'il fait une fois qu'il est passé à l'acte. Parce que, bon, il y a des déclarations, on peut savoir ce qu'il pense, mais ce qu'il va faire, on ne le sait pas toujours. Donc c'est difficile, et puis effectivement il a le sentiment qu'il peut endurant gagner la guerre, pas davantage, un peu ses positions, tirer un peu absolument ses positions comme vous le dites. Et puis Vladimir Poutine s'est coupé totalement de l'Occident, mais en revanche il a un soutien dans le reste du monde. Quand il y a eu la réunion des BRICS à Kazan, la presse russe a dit voilà, la majorité mondiale est là. La scénographie se poursuit, hein, c'est-à-dire Vladimir, alors comment ça va? Et alors on fait un cessez-le-feu. Non, on fera un cessez-le-feu que quand les Ukrainiens auront accepté un certain nombre de conditions préalables à ce cessez-le-feu. C'est ce qu'on raconte depuis le mois de novembre, hein. C'est pas une invention là des Russes ces derniers jours ou ces dernières semaines. C'est comme ça qu'ils ont présenté les choses depuis le départ. Il y aura cessez-le-feu à partir du moment où les Ukrainiens auront commencé à accepter certains préalables. Alors on a vu d'abord la semaine dernière à Istanbul le préalable numéro 1. Écoutez les gars, vous quittez le territoire de la Fédération de Russie, hein, c'est-à-dire les 4 oblasts qu'on a conquis
en partie ou quasiment en totalité pour l'oblast de Lugansk, qui est à 99, et quelques % entre les mains des Russes, ou vous les quittez. Et puis là, il n'y a pas de problème, hein, on arrête on arrête les combats, on fait un cessez-le-feu. Peut-être même, par bonne volonté, nous-mêmes, on pourra aussi reculer et quitter l'oblast de Kharkov, hein, c'est aussi en suspens. Et puis voilà, et si vous le faites pas, il y aura pas de négociation pour un cessez-le-feu. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Simplement, ça symbolise la défaite militaire de l'Ukraine. Dans la journée du 18 mai, les Russes ont lancé de nouveau des guéranes sur l'Ukraine et certains d'entre eux ont ciblé et atteint l'aérodrome de Vassilkiv. Cet aérodrome se trouve au sud de Kiev. Donc nous avons la ville de Kiev qui est ici et l'aérodrome en question se trouve là exactement. Et au sud-est de cet aérodrome, ici, un incendie s'est déclaré après justement la frappe des guéranes sur cet emplacement exactement. Alors attention, ici ce sont des images qui datent de mars 2022. Les avions que vous voyez ici ne sont certainement plus sur place, mais c'est dans ce secteur qu'un incendie s'est déclaré. Alors que la Maison-Blanche accueille le dîner du conseil d'administration du Kennedy Center, prestigieuse institution artistique américaine, Donald Trump choisit de divertir ses invités avec un sujet on ne peut plus sérieux. Voulez-vous que je vous raconte ma journée, ma petite conversation avec un gentil monsieur qui s'appelle Vladimir Poutine? Nous avons eu une bonne discussion. Donald Trump joue désormais les good cops dans ce conflit qu'il estime pourtant être une affaire européenne et qui, selon ses mots, aurait dû le rester. Le président américain annonce que la Russie et l'Ukraine devraient démarrer immédiatement des négociations en vue d'un cessez-le-feu. Une volonté affichée, sans calendrier pour le moment. Une posture présentée de manière favorable par Vladimir Poutine, qui ne cède sur aucune de ses demandes depuis le début de la guerre, mais se déclare prêt à rédiger une note sur un futur traité de paix. La conversation a effectivement eu lieu et a duré plus de 2 heures. Je tiens à souligner qu'elle a été très instructive, très franche et globalement très utile. La Russie proposera et est prête à travailler avec la partie ukrainienne à l'élaboration d'un mémorandum sur un éventuel futur traité de paix. Un mémorandum sur lequel Volodymyr Zelensky déclare ne pas avoir plus d'informations à ce jour. Lors d'une conférence de presse, le principal intéressé a déclaré que le président américain n'a évoqué aucun durcissement des sanctions à l'encontre de la Russie. J'ai eu 2 entretiens téléphoniques avec le président Trump aujourd'hui. Nous avons évoqué un point crucial pour l'Ukraine, le cessez-le-feu, et la volonté des États-Unis de prendre des sanctions plus sévères si la Russie ne soutient pas le cessez-le-feu. La troisième chose que je lui ai demandé était de ne prendre aucune décision concernant l'Ukraine sans nous. C'est fondamental. Des décisions prises pour l'Ukraine sans consulter l'Ukraine. Selon de nombreux experts, c'est le message à retenir de cette séquence de communication politique dont ne sort aucun résultat concret en faveur de la paix et des intérêts ukrainiens. Oui, il y a 3 points qui me semblent importants cette semaine à évoquer. La première, c'est l'agitation des Européens que l'on voit être toujours aussi obstinés sur cette crise ukrainienne, qui ne veulent pas la fin du conflit. Vous l'évoquiez à l'instant, le fait d'avoir une industrie d'armement qui reparte et qui a un effet d'entraînement pour l'économie est un des points qui est majeur. Mais ce qui est important de voir, c'est que ce n'est pas une réaction de l'Europe contre la crise en Ukraine, c'est la réaction de quelques Européens. Si on prend la Grande-Bretagne, elle n'est pas dans l'Union européenne, la Pologne, elle est dans l'Union européenne, mais elle n'est même pas dans la zone euro, et l'Allemagne et la France sont à la fois dans l'Union européenne et dans la zone euro. Donc on n'y voit pas l'Espagne, on n'y voit pas l'Italie, on n'y voit pas les autres pays, et on voudrait nous faire croire que c'est une action européenne partagée, alors que les positions de la Hongrie, de la Slovaquie et de Rome sont tout à fait différentes. J'insiste sur un autre point, c'est aussi un attelage des nations anti-russes. Les Anglais sont par tradition très anti-russes, les Polonais, certes pour des bonnes raisons, sont aussi tout à fait anti-russes, les Allemands sont suivistes, les Ukrainiens
Ukrainiens, bien sûr, sont en plein dans cette logique-là, et on se demande ce que fait la France dans cet attelage, surtout qu'on observe, pas plus tard encore que ce matin, l'obstination alors totalement ahurissante de Zelensky, qui appelle pour de nouvelles sanctions, dit que l'Ukraine ne reconnaîtra jamais la perte du moindre territoire, qui est dans la négation de l'histoire, puisqu'il dit « nous ne voulons pas perdre nos populations », alors qu'on sait très bien maintenant, et de plus en plus d'éléments le confirment, que les Ukrainiens ont essayé quasiment de faire de l'épuration ethnique sur le Donbass. Donc il y a vraiment une espèce de fuite en avant qui est totalement irresponsable, qui est en train de se produire, et on essaie encore de nous présenter Londres, Varsovie, comme des faiseurs de paix, alors qu'on a bien vu que fin mars 2022, c'est eux qui avaient fait, c'est Londres et les États-Unis qui avaient fait échouer les négociations. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu donc Poutine dire on a eu un échange très intéressant, très constructif, très cordial. On a vu Trump en dire autant sur son réseau social Truth, et on a vu J.D. Vance qui lui a rappelé le plus important en amont du coup de fil, puisqu'il était dans l'avion, c'est un peu compliqué d'être en simultané avec les décalages horaires et compagnie. Lui, il a dit: et si à l'issue de ce coup de fil, on ne trouve pas un terrain d'entente, ma foi, c'est la guerre entre Russes et Ukrainiens, c'est une affaire pour les Européens, et si personne ne veut la paix que nous proposons depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, et même avant, puisqu'on sait qu'il y a eu des négociations qui ont commencé entre les équipes de Trump et le Kremlin avant, nous, on s'en va. Et il l'a très bien dit, J.D. Vance, on pourra pas venir nous dire qu'on n'a pas fait le maximum, on pourra pas nous accuser de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir tout mis pour aboutir à ça. Si les gars veulent pas, nous, on peut pas à leur place. Sous-entendu, ce que j'annonce depuis 2022, les Américains traiteront l'Ukraine comme ils ont traité il y a 50 ans cette année le Sud-Vietnam, et ils le laisseront se dépatouiller avec, ils la laisseront, puisque c'est l'Ukraine, se dépatouiller avec Moscou, avec donc des conséquences. Ça signifie, on vous laisse dans votre coin, donc on arrête le renseignement militaire, on arrête les livraisons d'armes, on arrête tout le soutien financier, je rappelle, parce que les gens oublient toujours cette dimension-là, donc quelques petites piqûres de rappel, ça fait pas de mal. Aujourd'hui, s'il y a encore quelques fonctionnaires en Ukraine qui ne vivent pas que de la corruption, c'est parce qu'il y a de l'argent qui est injecté tous les jours, à la fois, bien évidemment, par Van der Leyen, et puis par le Trésor américain, parce que sans ça, alors là, c'est fini, il y a plus d'institutions, il y a plus rien, plus personne n'est payé, et alors là, la corruption, ce serait puissance 1000 par rapport à ce qu'on connaît malheureusement déjà aujourd'hui. L'Ukraine, le problème n'est plus un sujet. L'Ukraine est devenue un front et a perdu son étaticité en 2014. Rappelez-vous quand même que dans le gouvernement de Yatsenyuk qui a été mis en place après le Maïdan, la ministre des Finances était une Américaine d'origine ukrainienne, mais une citoyenne américaine, et c'est elle qui a mis en place tous les accords qui bloquent l'Ukraine jusqu'à aujourd'hui en ce qui concerne la question du remboursement des prêts, du financement des armes, du financement de l'armée, de l'État, etc. Donc l'Ukraine, juridiquement, aujourd'hui, c'est un protectorat. C'est pas un sujet de droit international. Et ça, il me semble que c'était extrêmement important. Et c'est pour ça que l'on voit, on veut dire, la manière dont finalement le sort des Ukrainiens n'intéresse strictement personne. Je pense en effet que les Américains n'ont pas correctement anticipé les négociations. Maintenant, je rappelle que Russes et Ukrainiens ne discutent pas, Russes et Américains ne discutent pas que de l'Ukraine. L'Ukraine est la partie émergée de l'iceberg. Les États-Unis sont extrêmement inquiets aujourd'hui par des phénomènes bien plus graves selon eux que l'Ukraine, comme la dédollarisation, comme l'émergence d'un monde multipolaire, comme le développement des BRICS, comme le développement de l'organisation coopérative de Shanghai. Ces sujets-là inquiètent les États-Unis beaucoup plus que ce qui se passe en Ukraine. L'Ukraine ne rapporte pas grand-chose aux États-Unis, a coûté énormément d'argent aux États-Unis, et les États-Unis veulent s'en désengager. Donald Trump a promis aux Américains qui rapporteraient du pouvoir d'achat. Ça aussi, ça va pas se faire suite à une réunion ou deux ou trois, ça va prendre du temps. Et entre autres, il veut réallouer les ressources, les milliards, plus de 100 milliards, de 200 milliards de dollars dépensés par le contribuable américain dans cette guerre officiellement. Ils veulent les récupérer
pour les mettre ailleurs. Donc, ils discutent de tous ces différents sujets qui concernent également le nucléaire, les anciens traités ciel ouvert, les missiles à portée intermédiaire. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Comme je le disais tout à l'heure, la Russie a plus la main aujourd'hui qu'elle l'avait avant. Les États-Unis auraient mieux fait d'avoir ce type de négociation en 2014 ou avant. Aujourd'hui, les Russes ont montré qu'ils n'avaient pas peur de l'OTAN. Ils sont en train de se battre contre l'OTAN. Et je rappelle, cette guerre, on y en parlera peut-être dans quelques instants, n'est pas une guerre entre Russes et Ukrainiens. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, l'a encore rappelé. C'est une guerre par procuration entre puissances nucléaires. Cette guerre est une guerre entre les États-Unis et la Russie. Et les Ukrainiens servent de chair à canon du côté américain. Ça, c'est la réalité du sujet. Les Russes sont plus forts aujourd'hui qu'ils étaient avant. Et en effet, comme l'a dit J.D. Vance, eh bien, les Russes ont développé une économie qui prospère. Alors, les sanctions font un peu de mal. Je ne veux pas dire que c'est que l'économie russe est extraordinaire, mais le taux de chômage est extrêmement faible. Le taux d'endettement est de 20%. Le taux d'endettement de la France est à 113, 116%. Et il y a un mécanisme qui fonctionne. Et militairement, les Russes sont en train de gagner. Ce sont les Russes qui sont en train d'avancer sur le front. Alors, évidemment, cela coûte des vies. Mais les Russes sont en position plus forte qu'ils étaient avant. Et les États-Unis ne peuvent pas juste arriver comme ils l'ont fait en Irak, en ex-Yougoslavie, en Libye, en disant voici les conditions, mais non, vous n'avez qu'à signer là. Les Russes disent bah non, nous ne sommes pas d'accord, on veut négocier. Et Trump comprend ça maintenant. C'est la 4e fois que Trump et Poutine discutent depuis le mois de février. Ça aussi, c'est extrêmement positif. Je rappelle que la position de la Maison-Blanche et de Joe Biden était, à partir de 2022, de ne plus discuter avec Poutine. Il fallait jeter l'opprobre sur la Russie. La Russie était responsable de tous nos maux. Et quand Donald Trump est arrivé, il a dit non, on va entamer des discussions parce que la stratégie américaine en Ukraine est un échec. Alors, au préalable, le commandant de la 47e brigade ukrainienne, Oleksandr Shirchin, a présenté sa démission en raison des missions inutiles et stupides, selon ses termes. Sa brigade opère dans la région de Koursk depuis l'automne dernier. Et il a accusé le commandement militaire de décisions irréfléchies, de pertes humaines inutiles et, pour le citer, de jeux politiques qui ne sont pas en phase avec la situation réelle sur le front. Une question reste en suspens. Vladimir Poutine est-il sérieux dans sa volonté de négocier la paix? C'est vrai, il a fait des concessions, il a pris des mesures sérieuses lors de ces conversations, mais nous avons l'impression que vous savez que nous sommes à un point où nous sommes dans une impasse. C'est pourquoi le président lui parle au téléphone. Je pense honnêtement que le président Poutine ne sait pas vraiment comment sortir de la guerre. Si vous y réfléchissez, il a 1 million d'hommes sur les armes. Il a réorganisé toute son économie, ce qui est auparavant des usines fabriquant des produits pour les gens, des civils, utilisés maintenant sont des obus, des chars, des obus d'artillerie, des drones, un peu comme si nous étions dans une impasse. Et des drones, c'est une supposition, mais je pense que le président sera d'accord pour dire qu'une partie, je ne suis pas sûr. Bon, vous avez compris que il n'y avait pas de stratégie de Vladimir Poutine pour dénouer la guerre. En tout cas, c'est ce que dit J.D. Vance. Les Américains et les Russes hier, et je suis persuadé qu'hier, ils n'ont pas parlé que de ça. Je suis persuadé qu'au menu de ce qu'on ne nous raconte pas, ils ont bien évidemment parlé de ce qui est, je vais dire, presque aussi, sinon plus important, c'est-à-dire le deal entre l'Iran et les États-Unis sur le nucléaire iranien pour obtenir un premier levier de domino dans l'affaire qui concerne tout le Proche et Moyen-Orient et finalement une sortie, je l'espère, définitive de ce qui se passe à Gaza. Donc voilà, le message c'est bon, tu rentres dans les conditions des Russes, t'arrêtes de nous prendre pour des débiles, ou alors nous, effectivement, on fout le camp et tu te débrouilles. Et c'est pas avec ce qui reste des pauvres stocks européens ou autres que tu vas t'en sortir. Là, nous, hier, on a passé un papier sur le Patreon de Veille Stratégique sur le fait que les M1 Abrams, les chars M1 Abrams de conception américaine, mais de l'armée australienne, ont commencé à être livrés à l'armée ukrainienne. Quand on sait ce qui est arrivé à leurs premiers camarades, enfin homologues issus des stocks américains, ça va pas être un game changer non plus. J'ai vu des gens encore croire que là, ça allait changer quelque chose. Je rappelle que ce week-end, on a encore vu un F-16 pas rater son atterrissage, mais ne pas finir son vol. La mer Noire, où une plateforme russe, ici, à l'ouest de la Crimée, a été attaquée par un drone naval ukrainien le 16 mai. Je vous partage ici la vidéo dans laquelle on peut constater une explosion. Donc voilà pour les informations essentielles au 20 mai 2025. Donc en résumé, la principale modification de la carte de ces dernières 48 heures a été effectuée
à l'ouest de Toretsk et à l'est de Pokrovsk, là où les Russes ont sécurisé plus de 40 km² de terrain ces dernières 48 heures. C'est parce que ça devient intenable sur la ligne de front. Hein, Voilà. C'est-à-dire que l'armée ukrainienne, elle s'est fait enfoncer ce week-end entre. Alors là, les Russes, ils ont été intelligents encore une fois de plus, et un peu surprenant. Ça fait des mois qu'ils attaquent à Chassovyar, à Pokrovsk. Je vais faire la géographie. Chassovyar, Toretsk et Pokrovsk. Ça passe pas directement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils viennent d'enfoncer un coin de plusieurs kilomètres entre Pokrovsk et Toretsk. Et aujourd'hui, ils sont arrivés au bout de la dernière ligne de défense ukrainienne dans cette zone-là. Et donc, ils peuvent, s'ils consolident leur position dans les jours qui viennent, ensuite partir en éventail un peu partout, soit vers Konstantinivka, soit vers Pokrovsk. Donc, la situation est compliquée, vraiment est tendue. En plus, au sud de ces positions-là, ils ont conquis le dernier nœud défensif qui était Bagatyr, qui permet de déboucher cette fois-ci. Alors là, open bar dans l'oblast de Dniepopetrovsk. Voilà, donc les types sont à l'os. Ça fait déjà depuis le mois de février qu'on sait que la courbe entre le recrutement dont ils sont capables à coup d'enlèvement et puis de l'autre côté les pertes, il a été atteint, et donc les deux courbes se sont rencontrées. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens de remettre leur effectif au même niveau, même en recrutant des gens de manière complètement inconsidérée. Il n'y a plus assez d'hommes pour combler toutes les pertes qu'ils continuent d'encaisser. Donc, c'est devenu ce qu'on avait dit, c'est la guerre d'attrition qu'ont choisi les Russes à l'été 2022. Donc, c'est lent, c'est tranquille, parce que derrière, les Russes, eux, ne veulent pas perdre beaucoup de monde. Ça, en revanche, il me semble que c'est une leçon qui est extrêmement intéressante. C'est lorsque les États-Unis utilisent un territoire dans leur combat, ils ne le reconstruisent jamais. Regardez l'Irak, regardez la Syrie, regardez ce qui se passe en Ukraine. C'est un territoire qui est utilisé dans un combat. À partir du moment où vous vendez, où vous trahissez votre peuple, derrière, vous assumez. Vous ne pouvez pas en sortir gagnant. C'est pas possible, c'est terminé. Moi, je suis d'accord avec vous, mais je serais quand même plus dur parce qu'il y a une responsabilité ukrainienne réelle. Alors, bien sûr, elle n'est pas nécessairement, elle ne concerne pas toute la population. Comme dans tout conflit, il faut faire une différence entre les élites, les gouvernements, les armées et les populations. Mais néanmoins, c'est un État qui, depuis l'indépendance, est en faillite quasiment programmée. 52 millions d'habitants en 1991, 43 au début de la guerre. Donc, et ces gens-là, c'est le seul exemple que nous ayons dans le monde occidental d'un État qui perd sa population sans conflit. Donc le pays était totalement corrompu, les groupes criminels étaient extrêmement actifs, les dirigeants sont tous pourris, je crois qu'il faut le dire, que ça a été Yurchenko, Timochenko, Porochenko peut-être un peu moins, Yanukovych, et je crois qu'il faut le dire, Zelensky. Rappelons les enquêtes des Pandora Papers, rappelons ses liens avec Kolomoïski. Voilà, donc il y a une responsabilité ukrainienne de la part des élites. J'irai un peu plus loin, il s'est quand même trouvé une grande part de l'armée ukrainienne qui a décidé d'aller se battre contre le reste de la population ukrainienne dans le Donbass, donc c'est-à-dire les gens contre les russophones. Donc ça n'a pas été uniquement sous impulsion américaine. Les atrocités qui ont été commises, le nombre de victimes de ce conflit lorsque les russophones ont demandé non pas le séparatisme comme on veut le dire trop souvent, mais une forme d'autonomie et la reconnaissance de cette langue. Donc je crois qu'il faut bien sûr plaindre tous ceux qui sont victimes de cette guerre, mais je rappelle aussi que les Ukrainiens ne veulent pas se battre. 43 millions d'habitants, c'est à peu près la population française de 1940. Je crois que nous étions 41 millions. Nous avons mobilisé 5,8 millions d'hommes en 1940. Malheureusement, face à 11 millions d'Allemands, ce qui explique le résultat. Mais aujourd'hui, ça voudrait dire que potentiellement, l'Ukraine pourrait mobiliser, si les gens n'avaient pas quitté le pays, 5 millions d'hommes. Donc, veulent-ils se battre? Veulent-ils se battre? Voilà, c'est la question que je pose. Encore une fois, je déplore et je suis navré pour les Ukrainiens qui voient leur pays détruit, parce que c'est quelque chose d'horrible, mais les exonérer de toute responsabilité me semble excessif. Les pertes estimées en morts aujourd'hui par des gens tout à fait indépendants et anglo-saxons, en plus de ça, pour partie, c'est qu'on est à 160, 180 000 morts côté russe, toute origine, entre guillemets, confondue, c'est-à-dire l'armée, les sociétés militaires privées, Wagner,
et les républiques séparatistes avant qu'elles soient intégrées dans la Fédération Russie. Ce qui est déjà beaucoup trop, hein. Ah oui, oui. Et alors après, il y a autant de blessés. Enfin, il y a plus de, il y a 300 000 blessés au total, dont la moitié sont irrécupérables. Hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont été estropiés ou ce genre de choses qui ne reviendront pas au combat. Mais ce même média nous dit qu'il y a 760 000 morts côté ukrainien et 400 000 blessés. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà. Donc les Russes ont fait, alors bien sûr, comme tu le dis, hein, perdre déjà entre 160 et 180 000 morts, c'est beaucoup en 3 ans de guerre. Mais en face, ils en ont infligé. Combien ont perdu les Américains au Vietnam? 58 000. Mais dans une guerre qui n'était pas une guerre de ce même niveau. Non, mais c'était déjà insupportable pour la société américaine. Ah bien sûr, parce qu'à l'époque, c'était les conscrits qu'on avait envoyés là-bas, c'était bien évidemment insupportable. Alors ensuite, vous avez en plus ces dirigeants européens anti-russes connaissent des situations très difficiles intérieurement. Et vous avez raison, c'est ça qui est intéressant de préciser, c'est que Macron, bien sûr, tout le monde le sait, tous nos éditeurs le savent, dans une situation très difficile. En plus, il a reçu un terroriste patenté, Al-Joulani, Al-Shara, à l'Élysée. Merz a été élu chancelier de manière très très limite et à peine élu, il n'a que 14% d'opinion favorable. La Pologne, on attend le résultat des élections et Keir Starmer s'est vu lui-même infliger une défaite électorale en Angleterre où le parti Reform UK de Nigel Farage est en train de tout rafler. En plus, ces hommes se bercent d'illusions parce qu'ils ont commencé par dire qu'ils avaient le soutien des États-Unis. Or, Trump a montré qu'il considérait l'Europe économiquement comme presque plus nuisible que la Chine, et notamment sur la question des médicaments. Ils ont évoqué des sanctions dévastatrices pour prendre la Russie à la gorge. Alors, ça prête à sourire quand on voit les nombreux trains de sanctions qui ont déjà eu lieu et qui n'ont eu aucun effet durable et majeur sur l'économie russe. Et puis, on voit aussi que l'échange entre Poutine et Trump d'hier n'a pas donné grand-chose. J'ajoute à ça qu'on voit déjà une petite évolution de l'Allemagne qui dit qu'elle va faire tous les efforts nécessaires pour arriver au 3,5% de PNB. Là, il y a une peur panique, coup de Merz de froisser Trump. Et surtout, il y a quelque chose d'inquiétant que je n'ai pas assez relevé dans la presse française, c'est que quand l'Allemagne dit qu'elle veut devenir la première puissance militaire en Europe, c'est quelque chose au regard de l'histoire qui me semble quand même pour le moins inquiétant. Il faut bien comprendre que pourquoi les Russes se presseraient, sinon pour augmenter le nombre de morts de leur côté. Ils n'ont pas intérêt à le faire puisque démographiquement, ils n'ont pas les reins assez solides pour le soutenir. Donc pour le moment, ils continuent tel que ça a été, sauf que là, puisque les autres commencent à atteindre leurs limites humaines et probablement aussi matérielles, parce que c'est pas là, c'est quelques chars et Abrams dont je viens de parler qui vont combler les brèches. Hein, ça va pas suffire. Donc aujourd'hui, il y a un étirement des moyens humains et matériels qui pose des difficultés énormes. I'm glad you brought up this question because I was watching the American press spew a lot of misinformation about the plane donation last week when we were abroad. Let's be very clear. The government of Qatar, the Qatari family, has offered to donate this plane to the United States Air Force, where that donation will be accepted according to all legal and ethical obligations. It will be retrofitted to the highest of standards by the Department of Defense and the United States Air Force. This plane is not a personal donation or a gift to the President of the United States. And everyone who wrote that last week should go and correct their stories because this is a donation to our country and to the United States Air Force. As for a timeline, because it is the United States Air Force that is accepting the plane, I would defer you to them for specifics because the President, frankly, has nothing to do with it. It's the Air Force's project to take on. Vous revenez ce matin sur le cancer dont souffre Joe Biden, qu'il a révélé, alors avec tous les détails, cancer de la prostate agressif, avec métastase osseuse, c'est du niveau 9 sur le score de Gleason, soit pratiquement le plus haut niveau. Hein. Oui, pauvre Joe, le monde entier compatit, Charles d'Angleterre lui a écrit, même Donald Trump s'est dit attristé, un cœur unanime, comme pour une raison funèbre. Joe Biden a remercié pour tout cet amour, de la com ciselée au millimètre, comme beaucoup d'entre vous. Jill et moi avons appris que c'est dans les moments difficiles que nous sommes les plus forts. Barack Obama a ajouté que personne n'avait fait plus que Joe en matière de lutte contre le cancer. Donc respect et silence dans les rangs. Il faut un cœur de pierre et une âme très sombre pour révéler
et relevé que cette annonce tombe à pic. Elle tombe au lendemain de la diffusion d'un enregistrement de 2023 où l'on entend l'ancien président répondre aux questions d'un procureur et il apparaît hagard. Il est même incapable de se souvenir de la date de la mort de son fils Beau, ni le mois, ni l'année. La Maison-Blanche empêcha en 2023 la publication de ce document sonore. Elle calomnia le procureur qui avait évoqué la mémoire défaillante d'un homme âgé. La révélation du cancer de Joe Biden a évidemment éclipsé cet enregistrement, mais l'effet de souffle ne devrait pas étouffer le scandale d'un livre en librairie ce matin. Voilà, un livre qui s'appelle Le péché originel, le déclin du président Biden, sa dissimulation et son choix désastreux de se représenter, c'est très clair, hein. Ça devait sortir, c'était inéluctable. Les deux auteurs ont enquêté à l'américaine avec des centaines d'interviews au lendemain de la défaite de novembre. Ils démontent le système qui a permis de cacher les faiblesses de Joe Biden alors qu'il s'accrochait au pouvoir. On découvre qu'il a commencé à avoir des absences il y a 10 ans, qu'il a été élu en 2020 parce que le Covid lui a permis de le dissimuler en menant campagne depuis sa maison du Delaware avec Force Media Training avant chaque interview. Une fois élu président, ses collaborateurs l'ont surprotégé, tenant les ministres à distance, lui faisant rencontrer le moins de monde possible et juste le temps d'échanger des banalités avec les journalistes. Surnommé le Politburo, cet entourage qui a régné par procuration, c'était Jill, sa redoutable épouse, le conseiller de celle-ci et 2 assistants intimes de Joe Biden depuis les années 80. La bande des 4 a ainsi piloté un président qui pouvait faire bonne figure, mais seulement de 10 à 16 heures. Ils disent qu'ils voulaient le garder heureux et lui éviter les mauvaises nouvelles. Heureusement, il n'y a jamais eu à le réveiller en pleine nuit pour prendre une décision urgente. Oui, l'Amérique l'a échappé belle, Vincent. Les 3/4 des Américains considéraient l'an dernier que le président n'avait pas les capacités pour un second mandat. Ce bon sens plaide pour la démocratie. Pourquoi c'est important? Parce que cette entreprise de mensonges, ce pouvoir Potemkin, a duré grâce à la malhonnêteté du Parti démocrate, à la servilité des responsables, à la complaisance de l'État profond et à la lâcheté de la presse américaine, qui ne voulait surtout pas voir ce qui crevait les yeux, tellement elle était mobilisée à barrer la route à Donald Trump. On relit leurs dénégations, leurs indignations, et on se dit qu'ils ont tous trahi la démocratie. Le Parti démocrate peut bien pleurer sur la prostate de l'ancien président, c'est à son cerveau qu'il fallait s'intéresser quand il était le commandant en chef. Décidément, pauvre Joe, victime de lui-même et otage de son entourage. Oui, ajoutons que ce cancer, il a probablement déjà lui aussi 5 à 7 ans. Donc il y a eu aussi mensonge couvert probablement sur... Et Donald Trump prétend qu'il le savait, subodore qu'il le savait depuis longtemps. Biden, look, it's a very sad thing what happened, but we're going to start looking into this whole thing with who signed this legislation. Who signed legislation opening our border? I don't think he knew. I said there's nobody that could want an open border. Nobody. And now I find out that it wasn't him. He auto-penned it. Who was operating the auto-pen? This is a very serious thing. We had a president that didn't sign anything. He auto-penned almost everything. He opened the borders of the United States of America. And I kept saying, who would do such a thing? Allowing criminals to pour in from all over the world, not just South America, all over the world. They came in from Africa, they came in from Asia, they came from the Congo. The prisons in the Congo in Africa, these are rough people. The prisons from the Congo are empty. You know where they are? They're in this country. Who would sign this? Nobody would sign it. No sane person would sign it. You know who signed it? Radical left lunatics that were running our country, and the Autopen signed it. And they didn't want him, and they were disappointed in getting him because they wanted Bernie Sanders. And then after about 2 weeks, they said, wait a minute, this is a gift. He'll do anything. We're going to use the Autopen. And they used the Autopen and everything. He didn't approve this. Biden s'est lancé dans la campagne pour une réélection alors qu'il était déjà sur le déclin, à la fois physiquement et mentalement. Oui, Alex Thompson d'Axios et Jake Tapper de CNN ont rencontré 200 sources, principalement au sein du Parti démocrate, et toutes disent la même chose, à savoir que dès 2020, dès son élection à la Maison-Blanche, Joe Biden commençait à oublier des choses, des noms, parfois des collaborateurs proches avec qui il travaillait fréquemment, et malgré
malgré tout cela, il a décidé de se lancer dans un second mandat. Il avait 81 ans quand il a annoncé qu'il se représentait. Il était déjà un peu maladroit, gaffeur, mais son cercle proche a commencé à se dire que ça n'était pas simplement des gaffes, que c'était de la sénilité. Et là, ils ont agi et ils ont créé un cocon autour de lui pour le protéger, pour que ça passe inaperçu. Et en première ligne de cette ligne de protection, c'était sa femme, Jill Biden, et son conseiller spécial à elle. Donc, effectivement, il y avait un entourage très proche qui essayait de fermer, de ne faire rien fuiter, mais le reste du Parti démocrate, notamment les pontes du parti Barack Obama, il savait, il a rien dit? Ils étaient apparemment dans le déni, c'est ce que dit le livre. Il décrit le fait que les pontes du Parti démocrate n'ont pas voulu voir, mais ils ne sont pas dans le complot. On voyait bien que son état de santé se détériorait. D'ailleurs, on l'a tous vu pendant la campagne. Les électeurs américains, les sondeurs qui souvent interrogeaient les électeurs sur la question de l'âge. Donald Trump qui n'a pas arrêté d'attaquer Sleepy Joe, vous vous souvenez évidemment, Joe Biden sur son âge et son état de santé. Et ses proches ont réorganisé la vie autour de lui, par exemple en mettant des réunions qu'entre 10h et 16h parce qu'il ne pouvait pas en faire en dehors de ses horaires. Il lui écrivait beaucoup de choses, il avait tendance à lire, il n'improvisait pas. Certains se demandaient même s'il allait devoir utiliser un fauteuil roulant s'il avait été réélu pour un second mandat. This is a letter from the President and First Lady inviting you to come to the many things to do, but wanted to make sure I gave that letter at some point. Yeah. Of course. So this, of course, is Chicago Bears jersey with your name, and hopefully he just tried to sign it with a pattern, but they got a little nervous. Apparently, I see. Succeed. Yeah. So I guess there's our kid right there, Ewan. Okay. You can probably imagine. In the United States, people are extremely excited about you and about your Thank you very much. Individual bronze sculpture. The piece is a fragile flower, and we can be partners. Which Francis did not live in, and sure. I may live in. Okay. It's totally designed, but that's wonderful. Which is right upstairs from here. I'm thrilled to see that. Thank you for you and then this is just a letter explaining the sculpture. I see. Great. And there's one of these for the secretary also. Okay, wonderful. Goodbye. Thank you, and we'll pray for you. Thank you for being here for the celebration. Yes. I'm sure we will meet again and be in contact. Okay, fantastic. Right. Thank you. Very nice to meet you. L'opération Chariot de Gédéon se poursuit et l'armée israélienne publie ces images de ses troupes qui évoluent au sol dans la bande de Gaza. Selon des habitants et des médecins locaux, une escouade israélienne infiltrée déguisée en palestinien déplacé a tué Ahmed Saran, commandant des comités de résistance populaire, un groupe armé lié au Hamas lors d'une incursion dans la ville de Khan Younes. L'armée multiplie les frappes aériennes sur ce qu'elle décrit comme des positions anti-chars, des cellules militaires, des bâtiments piégés, des infrastructures souterraines et des dépôts d'armes. En attente d'instruction pour frapper l'abri. Engagé, frapper l'abri. Bien reçu. Exécution. Selon la défense civile palestinienne, 91 personnes ont été tuées dans la seule journée de lundi. Israël a également ordonné aux résidents, déjà déplacés à de nombreuses reprises, d'évacuer les quartiers de Khan Younes au sud vers la zone d'Al-Mawassi, sur la côte. Nous mourons lentement chaque jour. Y a-t-il quelqu'un sur cette planète capable de vivre ce qu'un être humain vit à Gaza? Personne ne peut supporter ce que nous subissons. 2 ans de guerre, de faim, de meurtre, de destruction, de déplacement. Tous ces gens sont des innocents, des civils non armés et nous sommes de nouveau déplacés. Le Premier ministre israélien veut prendre le contrôle de l'ensemble du territoire et a annoncé une victoire totale. Une carte que des diplomates auraient fait fuiter et que le Sunday Times britannique a publiée montre comment Israël s'apprêterait à diviser l'enclave en plusieurs zones militaires et civiles du nord au sud, ce qui entraverait considérablement la circulation des personnes, mais aussi des marchandises.
qu'il se passe à Gaza, notamment avec cette annonce un peu très très inquiétante, ou en tout cas très très volontaire de Benjamin Netanyahou qui a annoncé une opération imminente à Gaza. Oui, bah d'ailleurs, l'opération a recommencé. On a déjà vu les frappes aériennes, hélicoptères, avions. Les chars sont rentrés, les fantassins se sont déployés. C'est des centaines de morts tous les jours de victimes collatérales dans la population gazaoui. On voit aussi une tentative de propagande du régime israélien par certains articles publiés dans la presse française. Et alors, ce qui est important, c'est que Netanyahou et son régime, qui devient totalement fasciste, sont unanimement condamnés, mais ils n'en ont cure. On a vu la réaction de cette nuit où il a accusé Macron, Starmer et Carney, le Premier ministre canadien, de faire le jeu du Hamas. Ce qui est préoccupant, c'est de voir que finalement les hauts gradés militaires sont complices dans cette action contre les populations de Gaza. D'une certaine manière, on voit quand même la vivacité de la démocratie israélienne, puisque les manifestations contre Netanyahou et sa politique sont très importantes tous les jours. On a vu de nombreux membres des services de renseignement, des armées, de faire des lettres ou publier des tribunes pour dire qu'ils étaient opposés à cette politique. Voilà. Et on a vu également des pilotes de l'armée de l'air israélienne dire qu'ils refuseraient certains ordres de frappe aussi bien sur l'Iran que sur Gaza. Le dernier otage libéré, grâce à l'intervention de Donald Trump, a refusé de rencontrer le Premier ministre. Je trouve que c'est très intéressant parce que nous n'avons pas aujourd'hui en France, dans la politique irresponsable que mène le gouvernement français à l'égard de la Russie, une vivacité de notre démocratie similaire. On doit condamner fermement le gouvernement Netanyahou sur sa politique, mais on doit aussi reconnaître qu'il y a une très forte opposition à cette politique totalement irresponsable. Et je terminerai par une information importante qu'on n'a pas vue dans la presse française. Il faut savoir qu'avant-hier, 3 C-17, ce sont les avions gros porteurs américains qui quittaient le Moyen-Orient suite au voyage de Trump et qui transportaient une partie de sa logistique, devaient se poser sur un aéroport de Tel Aviv pour apporter la logistique au voyage de J.D. Vance, le vice-président qui doit ou qui devait rencontrer Netanyahou. Et les Israéliens ont refusé que ces avions américains se posent sur leur sol. Ils ont été détournés sur la crête. Et là, on voit qu'effectivement, Netanyahou essaie lui-même de se venger une nouvelle fois de la politique de Trump, qui de plus en plus s'éloigne de lui, comme on l'a vu dans son voyage au Moyen-Orient. Et c'est quelque chose qui devient totalement irresponsable. Et on voit cette espèce de fuite en avant de Netanyahou qui est de plus en plus excessif et isolé. יש לנו מלחמה עצומה, עצימה ועצומה, ויש התקרבות, אנחנו הולכים להשתלט על כל שטחי הרצועה. זה מה שאנחנו הולכים לעשות. מתחילת המלחמה אמרנו שכדי להשלים את הניצחון, להכריע את החמאס ולשחרר את כל חטופינו, שתי משימות שמשולבות זו בזו, יש תנאי אחד הכרחי. אסור לנו להגיע למצב של רעב, גם מבחינה עניינית, גם מבחינה מדינית. פשוט לא יתמכו בנו, לא נוכל להשלים את משימת הניצחון. Nous sommes devant un plan israélien. C'est pas la guerre au jour le jour. On n'est pas dans l'improvisation. On est devant un plan, une nouvelle étape que chacun peut voir. Qu'est-ce que c'est que ce plan? La réoccupation de Gaza, les 2/3 du territoire occupé aujourd'hui par l'armée israélienne, et sur le reste, sur des portions exiguës du territoire, concentrer toutes les populations palestiniennes. Monopole de la distribution alimentaire, qui, nous l'espérons, va reprendre. Monopole de la distribution alimentaire donné et à l'armée israélienne et à une organisation, la Fondation humanitaire pour Gaza, qui est dans les limbes depuis l'automne 2024, sous tutelle des services américains et des services israéliens. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de se passer quelque chose? Avec quel but? Avec le but de pouvoir distribuer l'aide de façon personnalisée, de façon à identifier chaque Palestinien, et à partir de là, engager la deuxième étape qui va permettre l'annexion de Gaza, que sera la déportation. L'objectif politique de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement, c'est la déportation de la population de Gaza. Cet objectif, il n'est pas explicite dans la bouche de Benjamin ethnique, d'un nettoyage territorial. Ça, les Européens le savent parfaitement. Et ils sont là avec des sabres de bois, alors qu'il y a 3 choses à faire. La première chose, c'est de suspendre immédiatement l'accord européen avec Israël. L'essentiel du commerce d'Israël se fait avec l'Europe. Suspension. Deuxièmement, immédiatement, embargo sur les armes de tous les pays européens. Troisièmement,
déferment de l'ensemble du gouvernement israélien et des principales autorités militaires israéliennes devant la Cour pénale internationale. Alors, sur ce qui se passe immédiatement entre Israël et les Palestiniens, et en particulier à Gaza, c'est catastrophique. C'est-à-dire que là, les ONG ne peuvent plus dire autrement que voilà, c'est la famine. Voilà, c'est la famine. Là, il n'y a plus rien qui rentre depuis début mars dans la bande de Gaza. Donc aujourd'hui, à force de tirer sur la corde des réserves qui avaient pu être mises en œuvre, c'est terminé. Donc on a des images abjectes d'enfants qui sont faméliques. Enfin, on a l'impression, je parlais encore des années 80, qu'on est revenu à l'Éthiopie de notre adolescence. Ouais. Voilà, et tout ça se déroule avec des gens en Israël. On a des gens qui ont pris la parole pour dire non, mais de toute façon, tout le monde est coupable dans la bande de Gaza, y compris les enfants. Donc c'est pas grave. Voilà, où eux aussi, dans leur hubris, ils vont plus se planquer, il n'y a plus de nécessité de le faire. Sinon qu'à l'extérieur d'Israël, diplomatiquement, il n'y a plus personne, je le disais hier, à part l'Inde et du bout des lèvres, parce qu'ils savent que Israël les a toujours soutenus, encore récemment diplomatiquement, contre le Pakistan, hein, dans l'idée l'ennemi de ton ami et ton ennemi également. Mais c'est vraiment du bout des lèvres, hein, parce que les images circulent un peu partout. D'ailleurs, ça ne circule pas beaucoup en France, hein, il faudra le remarquer. Et puis militairement, alors on a eu des bombardements terribles parce que, alors je dis militairement, mais ça a frappé quasiment que des civils. On a des frappes là qu'on fait jusqu'à presque 200 morts en quelques heures, hein, en moins de 48 heures, majoritairement des civils parce que il y a quasiment plus de. Alors il y a des combattants du Hamas ou d'autres mouvements de la résistance palestinienne, mais globalement les pertes c'est des femmes, des enfants, des vieillards. C'est pas des types avec des kalachnikovs. Donc, c'est du très grand n'importe quoi. On a Netanyahou qui dit, bon, on va rentrer en force avec l'armée au sol. Alors, ils ont tenté 3 incursions ce week-end qui se sont pas soldées par des résultats très probants, hein, parce que les gars, notamment des brigades d'Al-Aqsa, les attendent au tournant. Al-Qassam, pardon, les attendent au tournant et donc ça se passe pas très bien pour eux. Il y a des embuscades, elles sont filmées, etc. Il y a des morts du côté israélien parmi les soldats. Donc tout ça, ça va se terminer comment? On a Netanyahou qui nous dit je vais faire quand même rentrer de l'aide de l'alimentation parce que on veut pas d'images d'enfants qui crèvent de faim. C'est-à-dire pour soigner l'image d'Israël, on va donner à manger aux Palestiniens. C'est pas parce que la morale nous l'ordonne, hein, c'est parce qu'on n'a pas envie. Là, on voit notre crédit médiatique à l'international qui est en train d'être plombé comme jamais il a été plombé. Hein, ceux qui parlent du crédit lié à la Shoah en disent tout autant, y compris des déportés. Hein, ça fait maintenant un peu plus d'un mois qu'on voit d'anciens déportés partout dans la diaspora dire mais c'est qui ces gens, hein, moi, ah non, moi je suis juif mais ces gens-là ne me représentent pas ou ne me représentent plus. Et donc il y a plus enfin je veux dire Israël est isolé comme jamais dans son histoire. Je pense qu'il n'y a pas eu un moment, même à l'époque de la guerre des 6 jours ou ensuite de la guerre au Liban en 82 avec Sabra et Shatila, je pense pas que c'était à ce point-là. Hein. Et les premiers camions d'aide sont entrés dans la bande de Gaza après près de 3 mois de blocus israélien contre la nourriture, les médicaments et les produits de première nécessité. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a précisé que sa décision d'autoriser une aide minimale avait été prise après la déclaration de ses alliés, selon laquelle il ne pourrait pas soutenir sa nouvelle opération militaire s'il y avait des scènes de famine en provenance de Gaza. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, Tom Fletcher, a noté que l'aide était la bienvenue et qu'il s'agissait d'une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce qui était nécessaire de toute urgence. Peu après la reprise de l'aide, le Royaume-Uni, la France et le Canada ont publié une déclaration commune, la qualifiant d'insuffisante. Ils ont également menacé Israël de sanctions et exigé que l'État hébreu mette fin à sa nouvelle offensive à Gaza. Un responsable de la défense civile de Gaza affirme que 91 personnes ont été tuées lors des dernières frappes israéliennes. Warum, Frau Kallas, sollte ich mit Ihnen über Kuba sprechen?
Ich habe gerade Ihre Autobiografie gelesen. 432 belanglose Seiten. In Estland 80% preisreduziert auf 3,99 €, Hardcover, bei Amazon gar nicht erhältlich. Sie haben von Kuba, Europa und der Welt ebenso wenig Ahnung wie von Diplomatie, Außenpolitik oder Hirnchirurgie. Größeren Erkenntnisgewinn verspreche ich mir von einem Gespräch mit meinem Hamster über schwarze Löcher in Zwerggalaxien. Ich zitiere die wichtigsten Aussagen aus Ihrem Werk. Hilfe, was für ein hässliches Foto von mir. Die Polonaise ist ein schöner Tanz. Ich rannte so schnell ich konnte in meinem Kleid. Ich hatte Blickkontakt mit diesem jüngeren Luftwaffenpiloten. Danach ging ich auf die Toilette. Und schließlich, der estnische Botschafter hatte ein sehr starkes Verlangen nach Alkohol, obwohl es noch früh am Morgen war. Nichts kann ich besser verstehen als das. MEP-Bar, ich komme. Cuba Libre. Vielen Dank. Bon, alors, vous vouliez revenir aussi également, je crois, sur l'actualité, l'accord franco-polonais de dissuasion nucléaire qui a été signé la semaine dernière, le 9 mai précisément. Oui, parce que c'est quelque chose d'important pour notre défense. Traité de défense réciproque qui, entre guillemets, tire les leçons de l'histoire, selon ce qu'ont déclaré Tusk et le président Macron. Les deux pays s'engagent l'un envers l'autre par une clause d'assistance mutuelle et qui concerne l'ensemble des composantes militaires, c'est-à-dire la dissuasion. Si c'est un traité, pour l'instant on ne le sait pas tout à fait encore, ce traité devrait être ratifié par l'Assemblée nationale, donc ce n'est pas encore le cas, donc le président Macron ne peut s'engager sans l'avis du Parlement. Ensuite, il faut rappeler que la Pologne n'est pas un pays frontalier, donc nous engager à défendre un pays qui n'est pas frontalier, y compris sur le plan nucléaire, c'est une aberration. Et puis il faut rappeler surtout que la Pologne est un pays qui est très pro-américain, qui sur les fronts structurels européens a acheté essentiellement des armements américains, mais aussi sud-coréens, et récemment, a priori, des armements pakistanais, et jamais le moindre armement français. On en a le souvenir sur plusieurs tentatives de contrat. Donc, il est aussi anti-russe, avec, je le disais, des vraies raisons, mais en aucune manière, nous ne pouvons contrôler sa politique, et nous risquons d'être entraînés, le cas échéant, dans un conflit avec la Russie à cause de lui. Donc, cet accord me semble tout à fait dangereux pour notre sécurité. J'ajouterai au demeurant que étendre la dissuasion nucléaire est quelque chose qui est contraire à notre doctrine. De plus, nous n'avons aujourd'hui peu de moyens. L'arsenal nucléaire français n'est pas au niveau en termes de lanceurs de ce qu'il était à la fin de la guerre froide. Et là aussi, c'est quelque chose qui nécessiterait un vrai débat national et un accord du Parlement. Voilà. Pour terminer, moi je dirais que c'est effectivement une action politicienne, parce qu'aujourd'hui, quels sont les vrais défis pour la sécurité et le fonctionnement de notre pays? C'est d'abord ce qui se passe dans les banlieues. Tant que nous n'aurons pas résolu les problèmes de drogue, de rodéo, de renforcement de nos forces armées, je ne vois pas comment nous pouvons apporter de la sécurité à un tiers. Puis il est bien sûr important de dire aussi qu'il y a la dette, les problèmes de l'éducation. Donc voilà, l'attitude de Macron, bien sûr, une nouvelle fois, laisse totalement spontané. Extremist ist, wer eine zerstörerische Politik der offenen Grenzen installiert und aufrechterhält. Daran musste der US-Außenminister Marco Rubio gerade noch erinnern. Ein Extremist ist, wer unter dem Etikett von Corona-Maßnahmen Panik verbreitet und willkürlich Grundrechte einschränkt und Ungeimpfte mit Hilfe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit Hasskampagnen überzieht und diffamiert und diskriminiert. Dass Sie da lachen, das kann ich mir denken. Ein Extremist ist, wer den Wohlstand der Bürger und der Nation mit ökosozialistischer Transformation zerstört. Ein Extremist ist, wer mit abgewählten Mehrheiten die Verfassung manipuliert, um sich einen Schuldenblankocheck auszustellen auf Kosten der Steuerzahler und der zukünftigen Generationen. Und jetzt kommen Sie dran. Ein Extremist ist, wer mit einer Hammerbande Andersdenkende überfällt und dafür mit dem Segen des bayerischen Ministerpräsidenten Söder auch noch Kulturpreise erhält vom Staat. Vom Staat belohnt, Gelenke und Leben zu zertrümmern. Schämen sollten Sie sich dafür. Ein Extremist ist, wer wie die Linke
das System stürzen und Reiche erschießen oder in Arbeitslager stecken will und trotzdem von ihm mit unterwürfiger Anbiederung hofiert wird. Ein Extremist ist, wer unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, den Pluralismus, weil Sie die ganze Zeit schreien, aber ich weiß, dass Sie das trifft, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, den Pluralismus, demokratische Grundprinzipien, bürgerliche Freiheiten und die Meinungsfreiheit abschaffen will, der ist ein Extremist. El compromiso de España con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente, también desde Europa. Y por eso creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel, porque lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura. Y desde aquí, en todo caso, un abrazo solidario para el pueblo de Ucrania y el pueblo de Palestina que están viviendo la sinrazón de la guerra y del bombardeo. Et rien ne va plus donc sur le marché des eaux minérales. C'est à cause du scandale Nestlé-Perrier, François ? C'est une affaire de plus. Perrier, c'est une des marques du groupe Nestlé, qui est l'un des géants mondiaux de l'embouteille, avec notamment Contrex, Epar, San Pellegrino. Cette fois-ci, le problème concerne des techniques de filtration de l'eau qui ne seraient pas conformes à la réglementation et qui auraient été autorisées quand même par une intervention de l'Élysée. C'est ce que nous dit un rapport sénatorial publié hier. L'année dernière, c'était toujours Perrier, contamination par des bactéries fécales, excusez du peu, qui imposaient la destruction de 2 millions de bouteilles. Et puis, c'est sans compter les mises en cause répétées des embouteilleurs à Volvic ou à Vittel sur l'exploitation des ressources aquifères, en ces temps où l'eau devient une ressource précieuse. Les associations environnementales accusent les entreprises de prédation. Elles s'en défendent, bien sûr, puis elles ont corrigé. Nestlé a dû fermer 2 sources Epar dans les Vosges. Salvetat, ça appartient au groupe Danone, a elle aussi renoncé à un nouveau forage devant les contestations. Et en plus de tout ça, François, il y a la question de la pollution par les bouteilles en plastique. Oui, les procès, les mises en cause sur l'usage du plastique, bien sûr, et sur son recyclage. Evian avait d'ailleurs été attaqué l'année dernière par des associations de consommateurs américains pour greenwashing, parce que la marque se déclarait certifiée neutre en carbone. Elle l'était, en effet, mais grâce à des replantations d'arbres pour compenser. Et puis, vous savez, il y a les mentions 100% recyclées. Elles sont trompeuses parce qu'on a l'impression que toutes les bouteilles sont recyclées. En réalité, ça dépend du réseau de collecte, qui est pas toujours optimal, et puis ça dépend aussi des utilisateurs qui parfois jettent leurs bouteilles. C'est pour ça qu'on en retrouve dans les océans. Bon, quand je vous écoute, je me dis que ça fait beaucoup de nuages sur ce secteur. C'est vrai, et ce qui est frappant, c'est que cette méfiance s'étend aux actionnaires eux-mêmes, au point que certains gestionnaires de fonds, on l'évoquait, disent le secteur de l'eau sera bientôt considéré comme celui du tabac, c'est-à-dire un secteur pas recommandable, au moins pour les investisseurs qui se veulent socialement responsables. Nestlé, le géant suisse de l'agroalimentaire, alors envisageait justement de se séparer de son pôle eau, mais la multiplication des mises en cause sur la qualité de ses propres eaux a quand même compliqué un peu l'affaire. Bon, et alors le marché des eaux en bouteille, comment évolue-t-il ? Est-ce qu'on achète toujours autant d'eau en bouteille ? Oui, il est toujours en croissance dans le monde. Il est dominé par Coca-Cola et sa marque Dasani, qu'on connaît peu en France, mais Danone et Evian, bien sûr, et puis Nestlé. En France, le premier acteur, c'est Alma, avec sa marque cristalline. C'est Alma qui exploite les eaux de Saint-Amand, dont vous recevez Thomas Lemaire dans un instant. Un Français boit 135 litres d'eau minérale par an. C'est moins qu'un Italien, qui est le champion d'Europe. Et le secteur de l'eau embouteillée en France, c'est quand même 30 000 emplois directs et indirects. On l'oublie, sans compter le thermalisme, où c'est encore quelques milliers d'emplois. Ce sont des emplois précieux parce qu'ils sont non délocalisables, par définition, et souvent en zone rurale ou dans des petites villes. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être
Aidez-nous sur Tipeee.